ASMR et on se retrouve sur une vidéo lecture. Je vais lire avec vous un article sur le IG Mag qui m'a été envoyé récemment en cadeau, qui date d'avril-mai 2013, et je vais découvrir l'article avec vous qui s'appelle Oh les flingues, heureusement que tuer n'est pas joué. Les armes tiennent une place prépondérante dans le jeu vidéo. Pendant que certains affirment que mettre des armes dans les jeux vidéo est vecteur de violence, d'autres y voient carrément un moyen de recrutement pour les armées. Il est donc temps de revenir sur la différence qu'il y a entre s'amuser et tirer avec une arme dans notre triste réalité. Tout est parti d'une simple conversation au cours de laquelle j'ai appris que selon une enquête menée outre-Atlantique, la majeure partie des personnes interrogées soutenaient que le meilleur simulateur de jeu de guerre du moment était Halo 4. Devant un tel constat, on s'incline et on hésite à lancer une conspiration visant à envahir les États-Unis en bombardant le territoire avec de lourds dictionnaires nantis d'un marque-page permettant de se rendre directement à la définition du mot simulation. Plutôt que de se lancer dans le sempiternel contre-argumentaire mettant en balance l'importance de l'éducation face à la vente libre des armes, avec au milieu le jeu vidéo, tentant une approche inverse. Quelles sont les différences entre se servir d'une arme de guerre moderne et se servir d'une manette de jeu? C'est en posant des questions simples qu'on avance le mieux. Mode d'emploi. Une arme de guerre, ça sert à tuer. Il n'y a pas à tortiller en invoquant d'autres motifs plus ou moins tactiques, du genre ça sert à assurer la protection d'un personnel armé visant à prendre le contrôle d'un territoire. La destination première d'une arme à feu, c'est de tuer. Le principe mécanique d'une arme de guerre moderne n'est pas différent de celui des premiers mousquets. On met un projectile et un explosif dans une chambre dont la porte de sortie est un long tube. On met le feu à l'explosif et le projectile part plus ou moins vite, mais d'une manière générale assez rapidement pour entrer dans un organisme et occasionner des dommages regrettables pour son propriétaire. Chimiquement, l'idée est de faire sublimer un solide, le faire passer directement à son état gazeux en une fraction de seconde, ce qui entraîne une déflagration ou explosion. L'énergie produite dans le milieu confiné de la chambre aura donc pour effet de propulser un projectile vers la sortie, à savoir le canon. C'est au XIXe siècle qu'apparaissent les munitions telles que nous les connaissons pour les armes portatives et les canons légers, à savoir un ensemble poudre-projectile assemblé par un étui ou douille, cette dernière ayant dans son fond ou culot une amorce originellement faite d'un composé instable, le fulminate de mercure, qui explose dès qu'il subit un choc, remplacé aujourd'hui par le chlorate de potassium, plus corrosif mais plus stable dans le temps. Répétons-le, un mécanisme de percussion tape dans la pastille du matériau instable, qui met alors littéralement le feu aux poudres. Des munitions, ce qui, explosion, expulse le projectile appelé pale lorsqu'il est petit et obus dès qu'il atteint 2 cm de diamètre. Des besoins alimentaires d'une arme. On ne peut pas dire que les premières armes à feu dans le jeu vidéo aient été particulièrement respectueuses des réalités matérielles des arsenaux militaires. Ainsi, dans Gunfight 1976, les premiers revolvers sont suggérés par des rangées de pixels sans grand intérêt esthétique. Par ailleurs, le comportement des armes tient du n'importe quoi, les projectiles avançant à la même vitesse qu'une balle de pong. Qu'importe, le propos est de divertir, pas de créer une simulation de combat. Cependant, un
aspect du jeu est intéressant. Le joueur ne disposait que de 6 coups pour tenter de toucher son adversaire et avait besoin d'un laps de temps pour recharger son arme. Gunfight est donc l'un des premiers jeux dans lequel une arme apparaît qui a tenté d'introduire une notion de simulation matérielle. Le chargement de l'arme est un élément de gameplay prépondérant dans les jeux qui en contiennent. Bien avant de s'occuper du comportement physique d'une arme, les développeurs ont très vite compris l'importance de la munition et du chargement. Repensons à Wolfenstein, Doom et Duke Nukem 3D. Ces titres accomplissent une véritable petite révolution dans le monde du jeu vidéo, en mettant le joueur en temps réel dans la peau d'un type qui manie les armes mieux que personne. L'idée de pouvoir tirer sur tout ce qui bouge et en vue subjective bouscule le monde du jeu vidéo dans son ensemble. À ce moment, il n'est pas important de s'occuper du réalisme des armes ou des tirs, mais un élément majeur de gameplay émerge qui va influencer les jeux de tir, qu'ils soient à la première ou à la troisième personne jusqu'à aujourd'hui. Tenir un rythme de jeu très énergique. Pour ce faire, il faut aller d'un point A à un point B en flinguant à tout va et surtout en évitant la mort. En évitant tout en mort. Mais bon, aussi en évitant la mort évidemment. Du coup, la phase de jeu consistant à faire le plein en munitions et en santé est compressée. Afin que le rythme soit soutenu, il suffit de s'approcher des stocks de munitions pour que les armes soient automatiquement rechargées. Ce procédé est devenu roi dans les jeux de ce genre. Dans la réalité, il est stratégique de savoir compter ses munitions pendant un combat. C'est même l'une des premières choses que l'on apprend aux unités d'intervention, qu'elles soient militaires ou policières. Et évidemment, lorsque l'on se trouve à court de munitions, la réalité est très proche de ce qu'on voit dans un jeu. On vire un chargeur pour le remplacer par un autre. Les choses se compliquent un peu lorsque l'on recharge un revolver. Les barils se remplissent généralement plus lentement en vrai que dans Half-Life ou dans Clive Barker's Undying. Et que dire à propos des fusils à pompe? Les recharger est incroyablement long. Est-ce que l'on voit dans Half-Life, Far Cry 2 ou même Call of Duty Modern Warfare? Tiens, de l'impossible. C'est comme si le joueur avait toutes les cartouches au creux de la main pour assurer un rechargement si rapide. On pourrait parler aussi du fait de devoir, lorsque la situation devient dramatique, remplir des chargeurs de fusils d'assaut avec des balles trouvées de ci de là. Là, le temps devient un véritable ennemi. On s'aperçoit que cette tyrannie du rythme effréné imposée dans les FPS a la vie dure, et que l'évolution du gameplay liée au changement des armes sont encore assez marginales. Certes, comme dans Metal Gear Solid 4, des phases de fouille servent à trouver des munitions, mais cette idée reste isolée. Prenons du recul. Il est bon de parler de Half-Life, parce que c'est sans doute le jeu majeur qui a introduit avec Metal Gear Solid un réalisme très poussé dans l'armement des personnages, qu'ils soient jouables ou non. Au début des jeux de tir, les armes modélisées étaient fantaisistes, tant par leur forme que par leur comportement physique, jusqu'à ce que sorte le jeu de Valve. Tous les jeux de tir mettaient en scène des sèche-cheveux plus ou moins réalistes, en guise d'armes, surtout dans le genre FPS. La seule exception réside dans Redneck Rampage, sorti en 1997, qui reste une référence de réalisme en matière de simulation de recul de tir en rafale d'AK-47. L'énergie libérée lors de l'explosion de la poudre a des propriétés relatives qui font que le tireur subit lui aussi la force qui propulse la balle dans le canon. C'est le recul, lequel se fait plus ou moins sentir selon la conception de l'arme. Sur une arme de conception rustique, comme un 357 Magnum, c'est le bras du tireur qui l'encaisse. Cette sensation est assez bien restituée dans Half-Life lorsqu'on se sert du 357. Dès que l'on arrive sur des systèmes plus complexes, comme les pistolets à culasse mobile, une partie du recul est dissipée.
magazins automatiques très puissants comme le Desert Eagle ou de conception ancienne comme le Colt 45, le recul est considérable et nécessite une prise en main très assurée. La rusticité de certaines armes, combinée à une munition très puissante, fait que, même si elles sont automatiques, le tir produit un très fort recul. Les légendes des AK-47 et M14 ne sont donc pas usurpées. Half-Life a longtemps eu l'image d'une référence en matière de réalisme des armes, même si ce réalisme ne concerne en fait que leur modélisation. C'est surtout à travers le mode Counter-Strike que ce souci de modélisation va s'exprimer. Sans oublier qu'un jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser et pour amuser le public que l'on cible. Vouloir faire trop de simulations peut donc tuer le jeu, ce que les gens de Valve ont compris très vite. Ce qui compte, c'est que le joueur ne s'ennuie pas. De fait, restituer des reculs réalistes casserait tout simplement l'association de fun que le joueur recherche. Ce n'est donc pas un hasard si des armes comme l'AK-47, le Desert Eagle ou le Khalil semblent être bien dociles et très précises dans les mains des avatars. Dans la réalité, il en va tout autrement. Ceci étant dit, on est presque tenté de dire que peu à peu, la réalité rattrape le jeu. Les industriels ont développé des trésors d'astuces et d'ingénierie pour compenser le recul. Depuis longtemps, on se sert par exemple d'amortisseurs en caoutchouc, placés en extrémité de crosse afin de réduire le choc subi par le tireur. L'un des moyens les plus couramment utilisés dans les armes modernes est l'empreinte gaz. L'idée est de ralentir le recul de la culasse. Le recul dure plus longtemps, ce qui le rend moins brutal. Ce procédé est utilisé pour le Colt M4A1, popularisé par Counter-Strike, ou pour le récent AK-416, qui équipe aujourd'hui les unités d'élite du monde entier, y compris françaises. Enfin, il existe des systèmes de compensateurs de recul. Ainsi, dans le très récent Gris Vector, un système restitue le recul vers le bas de l'arme, ce qui, lors d'un tir en rafale, l'empêche de trop se lever. Histoire de fût de canon. Il faut savoir que le canon d'une arme automatique qui vient de tirer beaucoup de balles en très peu de temps chauffe terriblement. La question du refroidissement nous pousse à nous intéresser à un cas particulier, le canon Gatling. C'est une astuce qui consiste à se servir d'un canon rotatif à plusieurs tubes. En gros, un seul canon chauffe à chaque balle tirée. L'avantage est que l'arme chauffe moins et dispose donc d'une cadence de tir inégalée de 2500 coups minute pour un canon à 3 tubes jusqu'à 6600 coups minute pour un canon à 6 tubes. Les désavantages résident dans le poids et l'encombrement du dispositif et surtout dans le fait que la première salve est extrêmement imprécise, partant en gerbe. Tant pis pour les potes qui se trouvent dans la zone. Contrairement à ce que l'on voit dans des jeux comme Alien vs Predator Primal Hunt, dans le premier Team Fortress, dans d'anciens Call of Duty ou dans Fallout 3, il n'y a pas de temps de chauffe pour un canon rotatif. Le canon ne tourne pas à vide pendant un moment en attendant que les balles viennent. Une mitrailleuse à canon rotatif vomit son déluge de mort et d'acier dans la seconde où l'on appuie sur le bouton. Ce temps de latence est une pure fantaisie qui répond aux besoins du gameplay. Reste que les développeurs ont changé leur fusil d'épaule. Des productions plus récentes comme Black Ops ou Modern Warfare 3 mettent en scène des Gatling au comportement plus réaliste. Mais d'une manière générale, très peu de jeux prennent en compte les problèmes liés à l'échauffement des armes. Dans les FPS, généralement, les phases durant lesquelles les armes ne peuvent plus fonctionner parce que trop chaudes sont scriptées, c'est-à-dire liées à des événements clés, comme dans Alien vs Predator, ou au fait que l'arme est lourde et montée sur affût, comme dans Far Cry 2. L'un des
seul jeu dans lequel une âme portative souffre de cet échauffement et retourne au Castle Wolfenstein avec la mitraillette Stein à silencieux. En revanche, cette option est plus souvent rencontrée dans les jeux d'aventure ou de rôle, notamment dans le premier Mass Effect, dont les armes sont pourtant totalement imaginées. Fantaisie militaire. Et quand bien même ce n'est pas parce qu'on invente des armes qu'il faut faire n'importe quoi. C'est le triste syndrome Planète Interdite, ou Johnny Mnémonique, qui fait que si une arme est dessinée n'importe comment avec n'importe quoi, on reconnaîtra soit un sèche-cheveux, soit une arme de paintball. Quel que soit le genre de jeu qui met en scène des armes qui n'existent pas, il est nécessaire de bien se documenter, voire de s'inspirer de l'existant pour donner une crédibilité mécanique à l'engin inventé. Ainsi, lorsque l'on regarde l'architecture des armes du premier Mass Effect, en dehors des armes de poing ou du fusil à pompe, on ne peut que se rendre compte que le principe de leur arrangement est inspiré de celui du fusil d'assaut Beretta CX-4 Storm, à l'époque où il comportait une crosse télescopique. Il en va de même pour les nombreuses armes de FIR qui mélangent les architectures observées sur les pistolets mitrailleurs et fusils d'assaut éclair et corps. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais si s'inspirer d'armes existantes pour en créer de nouvelles peut être bénéfique, il faut penser les mécanismes jusqu'au bout. Par exemple, dans le fusil d'assaut visible dans Deus Ex 3, très inspiré du FAMAS, présente une incohérence mécanique dans son principe de rechargement. L'avatar doit casser son arme comme on casse un fusil de chasse pour ôter le chargeur à la main. Une éjection automatique du magasin dès que l'on ouvre l'arme aurait été plus logique, et le fait de devoir retirer le chargeur à la main fait de cette arme l'un des fusils d'assaut les moins bien pensés de l'armement moderne. Atmosphère, atmosphère. La trajectoire d'une balle n'est jamais rectiligne. Une balle suit une trajectoire dite balistique, qui a la forme d'une cloche très tendue. Dans le jargon, le point le plus haut de cette parabole se nomme la flèche. La trajectoire d'une balle, surtout sur une longue distance, est susceptible de varier selon une foule de critères. L'angle de tir, selon que le tireur se tient au-dessus ou en dessous de la cible. L'hygrométrie et la température, qui jouent un rôle prépondérant sur l'aérodynamisme du projectile et sur la portée du tir. C'est encore plus flagrant par temps de pluie. La pression atmosphérique influence aussi beaucoup la conduite de tir. Plus on tire en altitude, plus la flèche est élevée. Ainsi, si vous faites mouche au niveau de la mer en tirant sur une cible à 300 mètres de distance, à 2000 mètres d'altitude, la balle se logera avec les mêmes réglages 30 cm au-dessus de votre objectif. L'élément majeur qui modifie la trajectoire d'un tir. Je vais reprendre. L'élément majeur qui modifie la trajectoire d'un tir de longue portée à partir d'un fusil d'assaut ou de sniper, c'est surtout le vent. Un vent de travers, même faible, peut faire louper une cible de plus d'1 mètre. Dans le jeu vidéo, ce paramètre s'impose parfois comme une source de gameplay, à proprement parler, par exemple dans Sniper Elite. Les jeux en font trop peu ou trop. Ainsi dans Call of Duty 4 est évoquée la force de Coriolis, phénomène inertiel lié à la rotation de la Terre qui infléchit les trajectoires. Il s'agit là d'une exagération car cette force ne s'exerce que sur grande échelle, qui exclut tous les effets sur les munitions des armes légères. En revanche, elle est prise en compte dans le calcul des tirs d'artillerie lourde. En jeu, c'est facile. Les tireurs d'élite de n'importe quelle armée, et plus spécifiquement ceux qui ont été approchés pour l'écriture de cet article, vous diront la même chose. Tirer n'est pas jouer. Une foule d'autres paramètres influencent la réussite de votre tir, et ce n'est pas un hasard si on passe des années à entraîner des zones de guerre pour ne faire que ça, tirer sur une cible mobile. En récapitulant tout ce que nous venons de survoler,
s'aperçoit que dans le jeu vidéo, nombre des points les plus élémentaires ne sont pas respectés. Même dans sa tentative de réaliser un jeu proche de la simulation de combat, un produit comme Red Orchestra est en dehors de la réalité. Une balle n'a pas de trajectoire rectiligne, et surtout, une quantité de variables physiologiques interdisent à une arme à feu de tirer pile poil au même endroit, c'est-à-dire au milieu de l'écran. Pour le coup, pour faire atteindre la cible dans une zone centrale de l'écran d'une manière aléatoire, plutôt que de la placer sur un point fixe, était une tricherie qui respectait mieux les lois de la balistique. Considérer qu'un jeu du type une balle, un mort est une simulation réussie est une erreur de jugement notable. Une balle, un mort n'est qu'une manière de créer un niveau de difficulté dans le jeu. Ça existe depuis au moins le premier Rainbow Six, et il y a fort à parier que nous aurons d'autres jeux de la sorte. Un autre point qui importe beaucoup est l'entretien de l'arme, ainsi que la gestion des munitions. Le jeu vidéo tient très peu compte de ces facteurs d'enrayement de l'arme, mais l'idée qu'elle puisse se détériorer à force de servir commence à s'imposer, notamment dans les jeux de rôle. Ainsi dans Fallout 3, il faut être vigilant avec l'état de son arme. Dans Far Cry 2, il arrive qu'elle s'enraye, comme dans System Shock 2 et Deus Ex. En ce qui concerne le poids des munitions, il est pris en compte dans les deux premiers Fallout et dans Fallout Tactics. Et bien sûr, dans le mode hardcore de Fallout New Vegas. Reste que sa gestion est très fantaisiste par rapport à la réalité. Pour se donner une idée, il faut se rappeler que le calibre 5,56 a été choisi non seulement parce que sa moindre puissance offrait un faible recul, mais surtout parce que les balles sont plus légères que celles du calibre 7,62. Et quand bien même la munition 5,56 est considérée comme pratique et légère, il faut se rappeler qu'une bande de 100 balles de 5,56 pèse près de 10 kilos. Comme au cinéma, il faut mettre en avant une évidence. Le jeu vidéo s'éloigne volontairement de la réalité des conflits, parce qu'un conflit, ce n'est pas un jeu. C'est même du strict point de vue d'un gamer très chiant. Un soldat doit garder un maximum de sang-froid pour être efficace avec une arme. Pour viser, il faut être souple, ne pas se crisper, les épaules et les bras, respirer par le ventre, vider ses poumons, accepter de se faire surprendre par le recul et appuyer sur la queue de détente. Tout le contraire du jeu vidéo, notamment tel qu'il est pensé. Dans les FPS, où les éléments qu'affiche l'écran ont pour but principal de générer un stress. Quelques-uns, cependant, par exemple Sniper Elite V2, prennent en compte le rythme cardiaque du personnage pour qu'il puisse plus ou moins facilement ajuster sa cible. Plus le cœur bat rapidement, plus difficile est la visée. En fait, le jeu vidéo, pour appâter le joueur, se doit d'être spectaculaire, et pour être spectaculaire, il faut s'inspirer de ce que montre le cinéma et les films d'action, alors que dans la réalité, la victime d'une balle s'écroule simplement sur elle-même, comme si ses jambes oubliaient de porter le corps. Dans les films d'action, les corps se déchirent dans des jaillements artériels démentiels et sont spectaculairement projetés dans l'espace. Physiquement parlant, le seul recul qu'une victime puisse subir équivaut au recul de l'arme employée pour l'abattre. N'en déplaise aux détracteurs du jeu vidéo qui le condamnent, lorsque se produit une tuerie dans une école, au regard de tous les éléments décrits plus haut, passer du temps sur les jeux vidéo ne permet pas de se servir correctement d'une arme à feu. Pour se servir correctement d'une arme à feu, il faut s'entraîner avec. Mais surtout, pour tuer des gens avec des armes à feu, il ne faut pas nécessairement jouer aux jeux vidéo. Il faut simplement accéder à une arme à feu. Les lapalissades ont toujours leur utilité. Article de Pierre Le Pivin. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je trouve que c'est un article assez intéressant, même si très technique au niveau des armes. Moi j'y connais vraiment pas grand chose, mais ça permet de vraiment faire un contraste entre le jeu vidéo et la réalité dans le cadre des FPS. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.